Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'un des témoignages les plus touchants qu'il m'ait été donné d'entendre. Pour cette histoire, nous partons au Japon. Et je vais vous raconter l'histoire de Tsutomu Yamaguchi. Bienvenue dans Incroyable Destin. Tsutomu Yamaguchi est né le 16 mars 1916 au Japon. On ne connaît pas grand-chose de sa jeunesse, mais on sait qu'il devient ingénieur en construction navale pour la société Mitsubishi Heavy Industries dans les années 30. On sait également qu'il fondera une famille avec sa femme Isako, qui donnera naissance à son fils Katsutoshi en 1945 et sa fille Toshiko en 1948. En mai 1945, alors que son fils est âgé de seulement 2 mois, il est envoyé avec 2 collègues de travail, Iwanaga et Sato, en déplacement pour une durée de 3 mois. Ils partent sur le chantier naval d'Hiroshima afin d'aider à l'élaboration de la construction de pétroliers. Cette période de l'histoire vous évoque, j'imagine, forcément quelque chose, mais il me semble tout de même essentiel de faire un petit rappel sur le contexte. Il ne vous aura pas échappé que les dates correspondent à la Seconde Guerre mondiale, période à laquelle le Japon s'est allié en septembre 1940 à, entre autres, l'Allemagne nazie et l'Empire italien, formant ainsi ce que l'on a appelé les forces de l'Axe. Les ambitions expansionnistes de ces 3 nations, ainsi que les conflits armés qu'ils ont dirigés et répartis à travers le monde, vont mener plusieurs pays à former ce que l'on a appelé les forces alliées. Ces premiers représentants, à savoir le Royaume-Uni et la France, sont déjà officiellement en guerre contre eux suite à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939. L'Union soviétique, elle, d'abord associée à l'Allemagne dans le partage de l'Europe, va rejoindre le camp allié sur le front est-européen à la suite de l'invasion allemande de leur territoire en juin 1941. La Chine va rejoindre les Alliés suite aux nombreux conflits les opposant au Japon depuis 1937. Et les États-Unis, dans un premier temps neutre, se joignent aux forces alliées suite à l'attaque surprise de la base de Pearl Harbor à Hawaï par les Japonais en décembre 1941. Débutant ainsi la guerre dans le Pacifique et faisant de ces 2 nations des ennemis historiques. Pendant la guerre, la supériorité de l'armée américaine prend le dessus petit à petit sur les forces japonaises, ces derniers subissant de plus en plus de bombardements sur leur territoire. Et même si, côté européen, la capitulation du Troisième Reich se fait en mai 1945, mettant fin à la guerre de ce côté-ci du globe, le Japon, lui, refuse de se plier à la volonté des Alliés qui exigent sa reddition. Ainsi, le 6 août 1945, Tsutomu commence son dernier jour de travail en déplacement à Hiroshima. Ce jour-là, il a le cœur léger, car il est ravi de pouvoir enfin rejoindre sa femme et son tout jeune fils après 3 mois de déplacement professionnel. Comme à son habitude, il traverse un champ de pommes de terre afin de rejoindre le chantier naval auquel il avait été affecté. Mais pendant son trajet, son attention est vite captée par un vrombissement au loin. L'atmosphère est habituellement pesante à Hiroshima, car la ville abrite l'un des centres stratégiques militaires du Japon. Et même si la ville est relativement épargnée, les habitants vivent dans la peur permanente à cause des frappes aériennes américaines régulières. Mais ce jour-là, il n'a pas entendu la sirène retentir, permettant aux civils d'aller chercher au plus vite un abri. Malgré tout, dans le ciel, il aperçoit bien un avion passer au-dessus de la ville. Intrigué, il fixe son regard dessus et semble voir une masse se détacher de l'appareil, soutenue par 2 parachutes blancs. Puis l'engin, arrivé à 600 mètres au-dessus du sol, déclenche une incroyable explosion, l'aveuglant presque immédiatement. Un bruit assourdissant retentit.
Le 6 août 1945 à 8h15, les États-Unis venaient de larguer Little Boy, la première bombe atomique de l'histoire sur une population civile, réduisant presque intégralement en cendres en un claquement de doigts l'entièreté d'une ville d'environ 300 000 habitants. Il n'y a quasiment aucun survivant à moins d'1 kilomètre à la ronde de l'hypocentre de l'explosion. Ils ont été brûlés par les radiations et les rayonnements thermiques ou littéralement vaporisés par le souffle pouvant atteindre plusieurs milliers de degrés. On estime ce jour-là à près de 140 000 le nombre de décès. Yamaguchi, ayant eu le réflexe de sauter dans un ravin, se fait malgré tout souffler par l'onde de choc, projetée quelques mètres plus loin. Par chance, il était assez excentré, se trouvant environ à 3 km du centre-ville. Il se relève péniblement, incapable de comprendre ce qui lui était arrivé. Sa vision revenant petit à petit lui laisse entrevoir des images inconcevables. La ville qu'il pouvait voir au loin a presque intégralement disparu, laissant place à un énorme champignon de fumée. Les champs autour de lui sont comme brûlés. Tout est sombre. La poussière soulevée par l'explosion masque le soleil. À sa place, une pluie de cendres et de particules radioactives tombe sur la ville. Un paysage apocalyptique se dévoile maintenant sous ses yeux incrédules. Il observe son corps. Son bras gauche est grièvement brûlé, sa peau commence à partir en lambeaux. Des parties de ses vêtements ont été arrachées et son oreille gauche est affreusement douloureuse, comme si son tympan avait éclaté. Il réalise à ce moment-là qu'il vient de survivre à une attaque d'une violence inouïe. Une violence à laquelle nul humain jusqu'à présent n'avait été témoin directement et encore moins n'y avait survécu. Abasourdi, Tsutomu décide d'aller tout de même vers le chantier naval, sans doute dans l'espoir de retrouver d'autres survivants ou de l'aide. Sur son chemin, il croisera une femme, le corps entièrement brûlé, hurlant de douleur. Ses vêtements avaient été arrachés et elle hurlait. Mais aussi 3 enfants luttant péniblement pour leur survie, buvant de l'eau sans doute irradiée puisque mourant presque sur le coup après l'avoir bu. Il poursuit sa route, incapable de faire quoi que ce soit pour eux. Par chance sur le chantier, il retrouvera ses collègues Iwanaga et Sato. Les 3 hommes, médusés par le spectacle effroyable se déroulant sous leurs yeux, décident par tous les moyens possibles de rejoindre leur famille, mais les nombreux incendies qui se sont déclarés en ville les empêchent d'atteindre leur logement si tant est qu'ils soient encore intacts. Ils décident donc de passer la nuit dans un abri anti-aérien. Le lendemain, les 3 collègues se dirigent vers la gare Koi, relativement épargnée par le bombardement, située à l'est de la ville, afin de prendre un train d'évacuation. Mais pour cela, ils doivent parcourir 4 km à pied, extrêmement affaiblis par leurs blessures et ralentis par les décombres dans un paysage d'horreur totale, jonché de cadavres fondus. Sur leur chemin, ils doivent à présent traverser le fleuve Ota pour rejoindre la gare, mais vont à nouveau être confrontés à l'enfer de la situation. Devant eux, une marée de cadavres flotte à la surface. On aurait dit des radeaux humains. Lorsque la marée montait, ces amas de corps étaient emportés en amont du fleuve. Et lorsque le niveau des eaux descendait, ces radeaux humains étaient de nouveau entraînés vers la mer. Après environ 5 heures de marche, ils parviennent enfin à la gare. Ainsi, à 13h ce jour-là,
Yamaguchi et Iwanaga, séparés de Sato pendant leur périple, parviennent à prendre le train pour un trajet de 400 km afin de rejoindre leurs familles respectives. Au petit matin ce jour-là, Tsutomu est pris en charge à l'hôpital de sa ville où on a soigné ses blessures, ses cloques purulentes et ses plaies infectées. Fiévreux et couvert de bandages, l'homme parvient péniblement à rentrer chez lui pour enfin retrouver sa femme et son fils après ce calvaire. Ces derniers auront même du mal à le reconnaître tant sa peau a été brûlée par l'explosion. Isako, sa femme, va aider Tsutomu à aller jusqu'à son lit où ce dernier s'écroulera d'épuisement. Tsutomu, ce jour-là, racontera son histoire à ses proches, mais il est étonné que personne ne semble au courant de la situation. La censure mise en place par le régime japonais a étouffé un maximum les conséquences d'Hiroshima, mais Yamaguchi veut tout raconter. Il veut montrer l'état dans lequel cette bombe l'a mis, raconter comment elle a décimé une ville entière et ses habitants. Ainsi, il décide, malgré ses blessures, de se rendre à son travail pour raconter son incroyable histoire. Dans un premier temps, ses collègues, ses chefs, ne le croient pas. Ils se demandent bien comment une seule bombe pourrait raser une ville entière. À cette époque, ça semble inconcevable. Et en plus, ils pensent qu'à cause de son état, il délire complètement. Mais ce que j'ai volontairement omis de vous dire, c'est que Tsutomu Yamaguchi est originaire de Nagasaki. Et donc, le 9 août 1945 à 11h02, alors qu'il était en train de raconter son histoire dans les bureaux de Mitsubishi Industries à ses collègues, Fatman, la deuxième bombe atomique à être larguée sur une population civile, s'abat maintenant sur Nagasaki. Le jeune homme qui s'était jeté au sol, les bandages soufflés par l'explosion, regarde maintenant par la fenêtre du bâtiment partiellement détruit dans lequel il était et constate l'horreur pour la deuxième fois. Comme un cauchemar qui se répète, la ville est presque entièrement détruite. Un champignon encore plus gros cette fois se dresse à nouveau au-dessus des bâtiments en ruine. Une fois encore, des dizaines de milliers de personnes ont péri ce jour-là. Yamaguchi rassemble ce qui lui reste de force et se précipite en direction de chez lui, craignant le pire. Arrivé devant sa maison, son cœur se serre. Elle est entièrement détruite. Il pense bien sûr au pire pour sa famille. Mais par chance, il retrouve sa femme et son fils dans un tunnel non loin de là. Cette deuxième bombe signera la reddition sans condition du Japon face aux forces alliées 6 jours plus tard, le 15 août 1945. Tsutomu se pense au bord de la mort. Son état de santé est très grave. Il peine à penser qu'il pourra vivre bien plus tant son corps le fait souffrir. Il a subi d'énormes doses de radiation, ses bras sont gangrénés, il est atteint de forts vomissements et il peine à boire et à manger. Malgré tout, il parviendra à guérir de ses blessures non sans conséquences évidemment. Il est devenu sourd de l'oreille gauche, aura une santé très fragilisée, tombant souvent malade, et c'est sans parler des séquelles psychologiques. Lui et sa famille vont devenir ce qu'on appelle au Japon des hibakusha. Mais Mésia? Ah mais t'es encore là toi? Oui, c'est quoi un isha... un ika... un ibash... bon, c'est quoi?
Un hibakusha signifie littéralement en japonais « personne affectée par la bombe ». Ces derniers ont malheureusement été victimes de discrimination de par leur statut dû au manque de connaissances et à la peur des maladies liées à l'irradiation. Certains pensaient qu'elles pouvaient se transmettre de manière héréditaire ou tout simplement qu'elles étaient contagieuses. Ainsi, ces survivants étaient dans l'impossibilité de trouver un emploi, de pouvoir se marier, d'obtenir un logement ou une assurance, voire même de pouvoir simplement rentrer dans un onsen. Vous savez, ces sources chaudes où se baignent les Japonais. Par respect pour sa famille, Tsutomu Yamaguchi va se murer dans le silence, et ça pendant 60 ans. Il comptait bien raconter ses aventures à quelques reprises au cours de sa vie, mais il ne voulait pas causer de tort, en particulier à sa fille Toshiko, née après la guerre, afin qu'elle puisse s'épanouir, se marier, trouver un emploi et ça sans l'étiquette d'une fille d'Hibakusha. Il ne voulait pas que sa famille soit discréditée. Ça n'est qu'à l'âge de 90 ans qu'il trouvera la force de s'exprimer librement, après un événement qui lui aura sans doute servi de déclic. La mort de son fils Katsutoshi des suites d'un cancer généralisé à l'âge de 60 ans. Pour Tsutomu, il est clair que ce sont les conséquences de son exposition aux radiations de la bombe lorsqu'il n'avait que 5 mois qui sont à l'origine de ce cancer. Pendant tout ce temps, il évacuait sa peine à travers des poèmes qu'il écrivait. Les humains meurent tous, entassés et brûlés. La graisse qui suinte d'eux se répand sur la terre, qui ne séchera jamais. Désormais, il veut faire de son histoire un combat. Ainsi, en 2005, il répondra à l'invitation d'un lycée de Nagasaki afin de faire sa première intervention auprès de la jeunesse japonaise, leur expliquer son vécu, mais surtout transmettre ce devoir de mémoire afin que personne n'oublie ces atrocités et que tout le monde agisse en faveur de la paix. Bien sûr, non sans émotion, il peut enfin dire ce qu'il a sur le cœur et ce qu'il a vécu. Certaines personnes sont mortes en cherchant de l'eau. Des enfants entièrement brûlés ne pouvaient ni crier ni fermer les yeux. Ceux qui ont réussi à échapper à la mort ont gardé dans leur cœur des cicatrices indélébiles et incurables. Ils continuent à souffrir de troubles résiduels et sont condamnés à mort. La bombe atomique a tué de nombreuses personnes. Chacun d'entre vous doit tirer la leçon des événements du passé et ne pas oublier que la paix est inestimable. Nous ne devons jamais renoncer à travailler pour une paix mondiale éternelle. Je m'engage à faire de mon mieux jusqu'à la fin de mes jours. Moi, Tsutomu Yamaguchi, 90 ans, double survivant de la bombe atomique. Je veux remettre ma vie entre vos mains. Ce que je trouve fou personnellement,
c'est que depuis tout ce temps où il n'a pas pu s'exprimer, il aurait pu nourrir des sentiments de vengeance, de haine et d'injustice, surtout avec la perte prématurée de son fils, mais non. Il veut inciter la jeunesse d'agir en faveur de la paix. Tsutomu est animé par son combat. Il souhaite maintenant donner une dimension internationale à son discours. Il va donc se rendre l'année suivante, en 2006, à New York, au siège de l'Organisation des Nations Unies, afin d'y faire une intervention et ainsi raconter son histoire au monde entier. L'auditoire présent est évidemment touché par ce témoignage, mais Tsutomu réalise le peu de recours que possède l'ONU face aux puissances armées. Il se rend compte, comme un coup d'épée dans l'eau, que cela ne convaincra pas les grandes puissances du monde entier de se désarmer et d'accepter la paix juste par le discours d'un seul homme. Les Nations Unies examinent toutes ces questions. Mais le plus important, c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir de stopper les nations nucléaires. C'est un grave problème. Le reste de son existence, il va donc la passer à rencontrer le plus de monde possible, afin de continuer à faire vivre son discours, son combat. Il rencontrera des étudiants désireux de transmettre son message, de traduire ses poèmes pour les faire découvrir au plus grand nombre. Il va également rencontrer une classe de lycéens américains en voyage au Japon. Merci d'être venu. Depuis les États-Unis. J'ai vu une énorme boule de feu exploser dans le ciel. Une douleur semblable à la brûlure d'un fer chauffé au rouge sur ma peau m'a réveillé. Une couronne de feu et des nuages ressemblant à la fumée d'un volcan se sont élevés dans les airs. Le champignon s'est répandu dans les cieux. Je me suis dit que lorsque tout cela allait retomber sur Terre, toute vie allait être tuée. Je revois le corps d'un garçon de 17 ans. Un garçon de votre âge. Et puis, une averse de pluie noire s'est mise à tomber. Et a souillé ma chemise blanche. Comment avez-vous supporté votre chagrin après avoir vécu ça 2 fois? Beaucoup de gens seraient incapables de continuer à vivre après une chose pareille. Nous sommes de nationalités différentes. Mais que nous soyons américains ou japonais, nous vivons tous sur la même planète. Je termine mes discours en disant « Un pour tous, tous pour un ». All for one ということを最後に言いました。Sans cette pensée, nous ne pourrons pas vivre comme des êtres humains heureux. Il va aussi être contacté par Kathleen Sullivan, une militante de la paix dans le monde ayant travaillé à l'ONU. Cette dernière a ensuite fondé une ONG afin d'intervenir dans les collèges et lycées pour parler de l'horreur des armes nucléaires et de la guerre. Je me demande ce qui vous pousse à continuer à transmettre votre message et à écrire vos poèmes.
Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous anime? Au nord d'ici, il y a un endroit appelé Urakami. C'est un important centre chrétien. Depuis très longtemps. On y trouve un grand nombre de tombes qui portent des prénoms chrétiens. Ils sont tous morts le 9 août 1945. En temps de guerre, nos croyances n'ont plus la moindre raison d'être. Ce sentiment a été renforcé par la statue de la Vierge Marie retrouvée dans les ruines de la cathédrale après le bombardement. Elle l'a aidé à atténuer la rancœur qui s'est ravivée à la mort de son fils. Je ne suis pas chrétien, mais lorsque j'ai vu la statue après la mort de mon fils, elle m'a parlé. Marie a des cicatrices kéloïdes sur le visage. Et ses cheveux ont été brûlés. Je vous en prie. Joignez-vous à la Vierge Marie pour lutter contre les armes nucléaires. Si depuis, il a été reconnu comme Hibakusha pour le bombardement de Nagasaki, les mœurs ayant évolué à leur encontre, ça n'est qu'en mars 2009 que le gouvernement japonais reconnaît qu'il a aussi été victime de celui d'Hiroshima. Il est la seule personne reconnue, et je précise bien reconnue, comme survivant des deux explosions nucléaires. À l'été 2009, la santé de Tsutomu ne lui permet pas d'assister, comme à son habitude, aux commémorations de Nagasaki. Il est désormais très affaibli. Sa femme et son fils étant maintenant décédés, c'est sa fille Toshiko qui prendra soin de lui à l'hôpital pendant 6 mois. Il refusera toute opération ou traitement qui pourrait le maintenir en vie. Malgré tout, lorsque son état le permet, il accepte des interviews depuis son lit d'hôpital, continue de répondre à des lettres provenant d'étudiants du Japon et reçoit même des témoignages de personnes voulant faire perdurer son combat. Finalement, il s'éteindra à l'âge de 93 ans le 4 janvier 2010. Ses derniers mots connus sont les suivants. Nous devons délivrer au monde un message antinucléaire. Ce n'est pas la logistique qui doit avoir la priorité. Ce qui doit l'emporter, c'est la vérité et la conviction. En 2013 sort le livre Le Camphrier irradié. En fait, c'est le recueil des poèmes qu'il écrivait pour évacuer sa peine lors de son silence d'une 60aine d'années.
Comme je l'évoquais précédemment, des commémorations sont faites tous les ans au Japon aux dates anniversaires des bombardements dans les villes d'Hiroshima et Nagasaki. Des musées ont été ouverts pour maintenir le devoir de mémoire. Des stèles érigées pour honorer les morts. Et à mon humble niveau, j'espère, par ces témoignages poignants, faire perdurer le message de Tsutomu Yamaguchi, survivant des 2 bombes nucléaires, symbole de résilience, de force d'esprit et bien évidemment de paix.